à tous. En cette soirée douce et légèrement humide, nous allons... alors je sais que vous avez tous les yeux rivés, puisque c'est dans toutes les conversations, sur demain. Alors je parle évidemment de ce dimanche. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est peut-être s'intéresser à après-demain. Alors après-demain, c'est pas lundi prochain, hein, avec ses surprises, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être. Une perspective qui ne semble pas beaucoup passionner nos politiques par les temps qui courent, mais qui va probablement, sûrement, modeler notre destin beaucoup plus que la quête actuelle du pouvoir d'achat. L'éducation et la recherche sont fondamentales pour le développement d'une nation. Et c'est de cela dont nous allons parler ce soir, avec une question provocatrice. Faut-il privatiser la recherche pour la rendre plus efficace? J'ai un peu modifié l'intitulé, mais au fond, c'est ça la question. Autrement dit, interroger cet équilibre fragile et crucial entre la recherche publique, essentiellement fondamentale, et puis évidemment la recherche privée, la recherche des entreprises en quête d'innovation, avec les technologies et les produits et les services de demain. Alors pour en débattre ce soir, nous avons juste à côté de moi Nora Patten, qui est candidate astronaute et qui travaille chez Realtree Space System Engineering, qui est donc ingénieur spatial et qui va bientôt nous regarder de loin et plus près des étoiles. À ses côtés, Nicolas Dubourg, vous êtes président de la société de capital investissement Isalt, qui investit beaucoup justement dans ce lien entre la recherche et l'entreprise. À ses côtés, Raphaël Torgman, vous êtes présidente de la société également de capital investissement qui s'appelle Jaito. Mais vous avez un background scientifique, on y reviendra plus tard. Et puis, à ses côtés, Yasmine Belkaïd, vous êtes directrice générale de l'Institut Pasteur, avec un CV long comme 2 bras, mais j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et vous allez nous faire part de votre expérience assez exceptionnelle dans la matière. Mais avant cela, eh bien, notre ami Ariel Mendes, donc professeur de management à l'université d'Aix-Marseille, membre du Cercle des économistes, va nous contextualiser un petit peu le débat, parce que finalement il y a pas mal à la fois d'idées reçues et puis d'incompréhension en ce qui concerne l'état de la recherche en France. Donc Ariel, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose cette question, privatiser la recherche pour mutualiser l'innovation? Cette interrogation, effectivement, peut être un peu provocatrice, comme le disait Philippe, met en lumière peut-être la persistance de stéréotypes associés à la recherche académique, notamment française, qui serait éloignée du monde socio-économique, qui ne serait pas assez tournée vers l'innovation. Alors est-ce que c'est vrai? Alors bien sûr, les 2 missions essentielles de l'université, c'est l'enseignement et la recherche. Mais depuis plusieurs décennies, on en a ajouté une 3e, orientée vers l'innovation. Et les gouvernements successifs, depuis 20 ans, n'ont eu de cesse de renforcer cette 3e mission. Par différentes réformes, je vais en citer seulement quelques-unes. La loi relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU, en 2007. Les programmes investissement d'avenir successifs, aujourd'hui dénommés France 2030. La loi de programmation de la recherche de 2020 et j'en passe. Alors, toutes ces réformes, elles ont effectivement favorisé un rapprochement entre la recherche privée et la recherche publique, mais plutôt dans les modes de fonctionnement, en généralisant les appels à projets qui mettent les équipes en concurrence. Mais quand on analyse le budget des organismes, CNRS, INRIA, les universités, on voit que les ressources contractuelles en provenance de l'Agence nationale de la recherche ou de l'Europe sont assez conséquentes. Enfin, elles représentent environ 25% du budget, mais le financement privé représente seulement 5% du budget total. Alors d'accord, mais est-ce qu'on peut justement faire plus, puisque... Alors, est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on doit faire plus? C'est 2 questions. Doit-on et peut-on faire plus? Alors, avant de répondre, je vais vous donner quelques chiffres.
Alors la dépense intérieure de recherche et développement française, puisqu'on va faire un focus un peu sur la France, s'est élevée en 2022 à 57,4 milliards d'euros, c'est-à-dire 2,18% du produit intérieur brut. Les entreprises en exécutent à peu près les 2/3, 66%, pour 37,8 milliards d'euros, pour être très précis. D'ailleurs financés à près de 10%, 9% par des ressources publiques, notamment le crédit impôt recherche. Et les entreprises emploient 61% des chercheurs contre 39% dans les universités et les organismes. Donc on voit bien que l'effort de recherche, il est massivement porté par le secteur privé. Mais pour autant, l'innovation, elle a toujours besoin d'un financement public de la recherche. Et ce, pour au moins 3 raisons. Premièrement, la recherche fondamentale publique, parce que je distingue bien recherche fondamentale publique et privée, puisqu'il y a aussi de la recherche fondamentale dans le secteur privé. La recherche fondamentale publique, disais-je, est indispensable pour répondre aux enjeux sociétaux actuels. Le sociologue Michel Callon nous a rappelé la nécessité de considérer la science comme un bien public qui permet d'agir pour le long terme et l'intérêt général. Deuxièmement, le financement de la recherche, il reste essentiel parce qu'il permet de supporter le risque que les entreprises privées ne peuvent pas forcément supporter du fait de leurs contraintes économiques. Troisièmement, le soutien à la recherche publique, et Philippe Aghion le rappelait hier matin, il a un effet positif sur le niveau et la qualité de la R&D, de la recherche et développement des entreprises. On sait que celles qui capitalisent le plus sur la recherche publique, ce sont aussi celles qui investissent le plus dans leur propre R&D. En fait, le véritable enjeu pour l'innovation, c'est la coopération entre secteur public et secteur privé. Et bon, de ce point de vue, je ne sais pas si c'est uniquement de ce point de vue, mais la France fait face à 2 types de difficultés ou peut-être de faiblesses. Premièrement, le pays n'investit pas suffisamment globalement dans la recherche, un peu plus de 2% du PIB, je l'ai dit, à peine dans la moyenne européenne, qui elle-même est 5e au rang mondial. Donc quand l'Allemagne, la Suède, la Belgique ou l'Autriche sont à plus de 3%. Donc les sommes sont très très différentes. Deuxièmement, malgré tous les dispositifs qui ont été imaginés, dont je citais certains tout à l'heure, les coopérations entre recherche publique et privée restent encore timides. Et ça tient à quoi ? Voilà, à quoi ça tient ? Alors, en partie au fossé culturel qui persisterait entre recherche publique et privée, à des différences d'objectifs, de temporalité entre une recherche fondamentale qui a besoin de temps long et une recherche privée qui a besoin de résultats rapides. Et on le comprend. Donc l'enjeu, aujourd'hui, c'est bien de renforcer les ponts en soutenant les mobilités des chercheurs, en finançant mieux l'innovation issue de la recherche publique et plus largement en créant les conditions d'un enrichissement mutuel au bénéfice de la société dans son ensemble. Et pour cela, il faut garantir la liberté académique, la production de connaissances originales, indépendantes, mais aussi, bien sûr, protéger les droits de propriété intellectuelle, industrielle et, de manière plus générale, renforcer au sein des entreprises une fonction innovation pour une collaboration vertueuse avec la recherche publique. Mais je crois qu'on va parler de tout ça maintenant. Voilà, merci Ariel pour ce point. Alors, il faut retenir que c'est... Ariel Mendes. Alors, il faut retenir que, notamment, 2/3 privé, 1/3 public, à la fois en personnel et en moyens, et puis que en fait l'Europe est loin d'être à la pointe et que la France à l'intérieur de l'Europe est loin d'être à la pointe de l'Europe. Donc tout ça, ça fait un contexte qui est voilà, un peu un défi en quelque sorte. Alors on va commencer à rentrer un peu dans le détail avec quelqu'un qui est important finalement dans le dispositif français de la recherche, important à la fois pour son parcours en elle-même, Yasmine Belkaïd. Il faut quand même rappeler que d'abord vous avez un profil très international, vous êtes franco-algérienne, vous avez fait l'essentiel de votre carrière aux États-Unis, donc vous connaissez bien tous ces domaines. Vous êtes une chercheuse reconnue en immunologie, vous avez eu votre propre laboratoire très important aux États-Unis, et vous continuez à faire de la recherche à l'Institut Pasteur
Pasteur, tout en le dirigeant. Et puis enfin, l'Institut Pasteur, vous allez nous l'expliquer, c'est une structure qui est tout à fait originale. Enfin, en tout cas, il y en a d'autres, mais ce sont des structures qui sont relativement originales à l'intérieur du système de recherche français. Alors, l'épisode du Covid a mis en lumière finalement, on s'en souvient, le retard français en matière de produits vaccinaux, mais aussi en matière de recherche. On se souvient que les innovations, elles sont venues d'Allemagne avec BioNTech, elles sont venues de Grande-Bretagne avec les gens de Oxford. Et donc, est-ce que vous êtes arrivé il y a quelques mois à l'Institut Pasteur, est-ce que votre premier constat, c'est que la recherche française est mal en point ? Oui, je pense que la recherche française est mal en point. Elle est mal en point d'abord, il faut quand même rappeler d'une chose. On parlait du secteur on vient tous de l'éducation qui a été payée par les gouvernements. Tous les gens qui sont ici, d'abord, il faut qu'on se rappelle de ça. Donc tous les gens qui ont été formés dans le système de la recherche viennent d'un système financé par l'État. Donc on se rappelle d'abord de ce principe important. Oui, la recherche française est en difficulté, mais pour beaucoup de raisons. Ce qui s'est passé avec le Covid a été un des éléments qui nous l'a rappelé. On sait qu'un investissement très faible dans la recherche de façon chronique depuis des décennies, et en particulier en recherche biomédicale. Il faut quand même se rappeler que la recherche biomédicale a diminué de 30% d'investissement 10 ans avant l'épisode Covid. C'est quand même, on était particulièrement mal préparés pour ça. Et qu'est-ce qui se passe dans un système exsangue ? Le risque disparaît, on en a entendu parler. Il y a un départ de scientifiques qui partent à l'étranger et qui ne restent pas dans l'écosystème. Et puis, l'absence de ressources rend les gens compétitifs. Et en fait, dans un système de réaction tel que Covid, on avait vraiment besoin d'avoir un environnement cohérent, soudé. On avait besoin de partenariats avec l'industrie qui s'était affaiblie. Donc, en fait, on était vraiment dans le perfect storm pour être moins réactif et moins capable de s'engager sur la suite. Alors, vous avez, donc je le disais, un passé international, puisque vous avez dirigé l'un des grands laboratoires des National Institute of Health américains. Je rappelle que NIH américain, c'est près d'une 50aine de milliards de dollars chaque année. On a du mal à s'imaginer ce que ça représente en puissance et en montant. C'est donc au cœur de la recherche fondamentale. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous ? C'est l'argent, c'est les talents ? Il y a une chose qui est très frappante aux États-Unis, c'est qu'il y a une croissance profonde dans la puissance économique de la recherche. Et en fait, le système, et c'est extraordinaire parce qu'en fait, indépendamment de l'environnement politique, la chose qui les unit, c'est la croyance profonde que l'investissement en recherche académique retourne sur la société de façon économique, de façon très très importante. Et ça, c'est quelque chose qui est très partagé. Et le fait justement que le NIH donne de l'argent dans tous les États et que tous les États bénéficient économiquement de ça, fait qu'ils deviennent tous des avocats du système. Et je pense aussi qu'il y a un autre élément, bien entendu, par rapport à cette croyance profonde dans l'investissement de la recherche publique. Il y a aussi un optimisme, une croyance dans l'avenir, et il y a une réactivité qui est très forte. Et il y a aussi une grande philanthropie, on reviendra là-dessus aussi, qui rajoute en fait une dimension de risque dans la recherche. Et je pense que tout ça permet d'avoir un environnement qui est d'abord, très très supporté par le gouvernement de façon très stable, donc qui permet vraiment d'avoir l'écosystème de production des talents et du risque qui est vraiment assumé par l'État, et ensuite de créer vraiment des partenariats sur le long terme et avec une industrie qui bénéficie énormément de cet écosystème de recherche publique. Et alors ces 50 milliards, ils viennent d'où ? Ils viennent des taxes. C'est un choix de la société de réinvestir et d'investir. D'accord. C'est entièrement du budget d'État. Oui. Ok. Bon, c'est assez impressionnant. Alors, Raphaël Torgmann, vous avez aussi été chercheuse dans une vie précédente, dans la santé, avant de bifurquer vers le capital investissement. Il ne faut surtout pas que je dise capital risque, je ne le dirai pas. Zut, je l'ai dit. Non, c'est le capital investissement, on va dire, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que on n'est pas dans les tout débuts. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qui vient d'être fait sur ce malaise de la recherche française. Est-ce que ça
vient d'une mauvaise articulation entre le privé et le public, puisque c'est un peu l'objet de notre débat. Vous qui venez, vous avez travaillé en hôpital, vous avez travaillé avec des laboratoires de l'INSERM, vous connaissez ce domaine-là. Ensuite, depuis une vingtaine d'années, vous vous occupez d'investissement. Est-ce qu'il y a un souci dans cette articulation ? Alors tout d'abord, ravi d'être là et merci d'être là. Oui, alors il y a un souci dans cette articulation, je dirais, il y a des améliorations clairement à faire tout du long. Je voudrais reprendre d'abord, moi je vais vous parler de la santé également, la santé et l'innovation, puisque c'est le domaine dans lequel je suis en étant médecin et chercheur en biologie. Et je voulais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure sur le Covid, en disant on a été en retard pour le Covid. Je voudrais d'abord rappeler que le Covid a montré que la santé était un bien commun et qu'on l'a un peu peut-être trop vite oublié, et qu'il faut absolument qu'on a tous nos efforts à faire, que ce soit dans le financement, ce que je fais, mais aussi dans la recherche, le public comme le privé. Donc je voulais juste rappeler cet élément très important, parce que sinon il n'y avait plus du tout d'économie. Donc une fois qu'on a dit ça, moi avec le fonds Géto et avec tout l'environnement de la santé en France, en Europe et à l'international, la partie qui est très importante après la recherche fondamentale, donc ce qu'on appelle la recherche fondamentale, je me permets pour ceux qui peut-être ne savent pas, c'est une recherche qui n'est donc pas appliquée. C'est-à-dire qu'on trouve des nouvelles cibles ou des nouveaux pathways qui sont importants pour ensuite trouver l'innovation et faire de la recherche appliquée et de ce fait de la recherche et développement. Donc cette recherche fondamentale, elle doit continuer d'être financée, surtout pas de déclin sur cette partie-là, parce que sinon on n'aura pas d'innovation par la suite. Et la recherche appliquée, la R&D, effectivement, est financée de plus en plus et beaucoup par le privé, ce qui est son rôle pour financer les start-up, qui sont elles-mêmes financées par des fonds comme le nôtre, qui sont eux-mêmes financés par des grands institutionnels. Et je voudrais revenir alors sur toute cette chaîne de valeur avec le public privé qui joue des rôles complémentaires et avec différentes proportions selon la partie à laquelle on s'adresse. Donc quand on a une société qui se monte à partir, je vais prendre un exemple, une société française qu'on a financée qui s'appelle Sparring Vision, qui est issue, donc qui est dans le domaine des maladies ophtalmologiques graves, qui rendent aveugles, des maladies rares mais très graves, et qui est sur la thérapie génique. Donc cette société est issue de l'Institut de l'œil à Paris et de José Saël, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs aux États-Unis. Et donc à partir de leurs recherches, en particulier avec l'INSERM, des brevets ont été créés. Donc ça c'est très important, c'est la matière première, mais comment transformer ces brevets en produits. Et c'est à partir de là que les acteurs privés, justement, entrent en jeu pour aider non seulement avec le financement, qui manque encore aujourd'hui, mais aussi avec apporter le savoir-faire, les talents issus en particulier de l'industrie pharmaceutique qui sont à l'autre bout de la chaîne, qui vont permettre, eux, de commercialiser ensuite ces produits. Donc c'est vraiment très important dans cette partie-là de financer et d'avoir non seulement du financement, donc Sparring Vision a pu financer sa société au départ avec de l'argent d'amorçage, y compris avec BPI France, et je voudrais le citer plusieurs fois ici, puisque sans eux, il n'y aurait pas tout le panorama depuis 10 ans de l'innovation sur toute la chaîne de valeur. Et puis ensuite, ils ont attiré des investisseurs comme Géto, des investisseurs de plus grande taille. Donc Géto gère un fonds de 534 millions d'euros pour permettre justement de mettre des gros tickets pour pousser plus loin, plus gros les sociétés, parce qu'il faut être dans la continuité. La BEI avait écrit un rapport justement au moment de monter le fonds Géto vers 2019, qu'il fallait absolument non seulement financer chacune des parties, mais qu'il y ait des fonds qui permettent de financer en continuité, parce que quand vous allez en continuité, en fait, vous allez plus vite vers la performance, mais surtout vers le bénéfice patient et vers l'accès au marché. Donc cette partie-là est très importante, et les fonds, comme nous, ont quand même bénéficié, on parlera aussi du positif et des solutions, ont pu bénéficier d'initiatives très importantes en Europe et en France pour permettre de lever de gros fonds, dont l'initiative Tibi, qui est un économiste qui avait été mandaté par le gouvernement Le Maire, pour permettre de rassembler les assureurs, il y a eu 6 milliards en 2020, puis 7 milliards l'année dernière, pour permettre d'investir dans des fonds comme le nôtre et de faire des gros fonds pour de nouveau financer cette R&D de façon privée, mais avec des sous-jacents qui sont publics. Et je voudrais également ajouter dans le partenariat public-privé que dans les fonds aussi c'est très important, et nous-mêmes on en est un exemple, puisque Géto n'aurait pas existé si on n'avait pas eu au départ comme investisseur dans le fonds BPI France, la Caisse des dépôts,
la CNP, le FEI aussi, donc tout ça c'est de l'argent public, mais qui a permis de faire levier pour attirer de l'argent privé avec des acteurs comme le fonds de pension du Texas, comme un acteur singapourien Temasek, comme Sanofi, qui a mis 50 millions d'argent dans le fonds. Donc tous ces acteurs-là ensemble, privés, publics, mais avec de différentes catégories, est très important, y compris sur toute la chaîne de valeur. Alors pour revenir sur notre questionnement du début, est-ce que vous voyez quand même une amélioration du côté des chercheurs du public et de leur appétence pour justement travailler dans la valorisation de la recherche? Alors il ne s'agit pas de transformer tous les chercheurs en start-upers, mais est-ce qu'aujourd'hui, on disait qu'il y avait toujours un peu des freins culturels en France pour les gens de la recherche à basculer, soit à se lancer dans la création d'une entreprise, soit à travailler en relation avec des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui ça s'améliore? Est-ce qu'on est mieux parti quand même? Alors clairement, il y a eu la loi aussi sur l'innovation et les chercheurs qui ont pu sortir, soit pour une partie de leur temps, soit complètement. Ça a vraiment radicalement changé quand on regarde déjà en termes de brevets, parce que le brevet, c'est finalement le résultat de la publication transformée en potentielle innovation qui va pouvoir être exploitée par un industriel. La France est la meilleure en Europe parmi tous les pays européens en termes de nombre de brevets. Donc oui, avant, moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé ce métier d'investissement, et pourtant je venais du monde académique, les chercheurs ne voulaient pas, ça ne les intéressait pas de breveter. Ils voulaient juste publier. Donc il y a déjà cette sensibilisation à l'innovation. Et après, comment entreprendre? Il y a eu quand même énormément d'évolution. Je cite encore BPI, mais pas que. Il y a aussi des industriels, des industriels qui font des partenariats, Servier avec Saclay, pour pousser justement cet entrepreneuriat. Donc oui, on a des profils quand même de chercheurs qui sont beaucoup plus curieux. Ce qui manque, je dirais, ou ce qu'il faut améliorer, c'est la vitesse de réactivité et d'exécution. C'est-à-dire que dans les instituts, même si maintenant l'INSERM, le CNRS, les universités se mettent ensemble pour justement ce fameux dépôt de brevet et pour cette exploitation et pour la négocier, ça reste encore quand même très lent par rapport aux États-Unis ou même d'autres. Et cette lenteur fait que vous perdez de la valeur. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, vous citiez à l'instant l'Institut de la Vision, du professeur Sahel, et c'est un objet très particulier parce que c'est un objet qui est à l'intérieur d'un hôpital, celui des 15-20 à Paris, et qui en même temps bénéficie de fonds privés et fait de la recherche à la fois en matière fondamentale et en pont sur le privé, en fait. C'est ça, c'est un très, très joli modèle où vous avez justement public, privé, fondamental, appliqué, mais aussi industriel et investisseurs privés. Vous avez un très bel exemple aussi en France, c'est l'Institut Imagine, sur les maladies rares, où vous avez sur le même site à la fois les patients, la recherche, les médecins et les industriels. Donc ça, c'est deux beaux exemples. Il nous en faut d'autres. Et pour ça, il faut que aussi les personnes et les différentes parties prenantes se mettent ensemble, qu'on travaille vraiment en open innovation. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, mais on n'a pas parlé du modèle de l'Institut Pasteur, qui est aussi un modèle qui mêle du privé et du public grâce à son appel aux dons. Alors on va quand même continuer notre tour de table avec Nicolas Dubourg. Donc vous connaissez quand même un petit peu les sciences. Vous m'avez dit que vous aviez un doctorat de mathématiques, c'est quand même pas mal. Oui. Mais vous avez décidé de consacrer votre vie à la finance et à aider beaucoup d'entreprises à se développer, notamment dans des domaines très technologiques, la mobilité, l'énergie, l'électronique, etc. Donc vous êtes sur ces domaines-là. Alors dites-nous, est-ce que dans ces domaines, c'est peut-être plus simple que la santé? Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous focalisez particulièrement parce qu'ils représentent des spécialités françaises? Racontez-nous un peu votre approche et justement toujours sur la même question, la relation privé-public. Oui. Donc merci Philippe, bonjour à tous. De manière assez optimiste, quand on regarde sur les 30 dernières années, la position de la recherche, en tout cas le lien de mon point de vue avec le privé a beaucoup évolué. Autrefois, une entreprise privée, elle se demandait ce qu'elle allait
faire d'un chercheur, comment elle allait pouvoir l'embaucher. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, et notamment quand on regarde la partie industrielle et technologique, qui est une grande partie de nos investissements, il y a des liens très forts entre les laboratoires publics et les entreprises privées qui sont dans ces segments-là. Donc, je ne reviens pas sur l'écosystème qu'a très bien décrit donc Raphaël sur le financement public-privé aujourd'hui que l'on peut obtenir, donc à la fois du public mais d'investisseurs de long terme français qui s'intéressent à ces questions-là. Aujourd'hui, donc chez nous, chez Isalt, on investit dans des sociétés qui sont matures avec une forte intensité R&D. Ça dépasse souvent plus de 10% du chiffre d'affaires donc annuel. Ça peut aller pour certaines à 15%. J'en parlerai après sur un exemple. Donc c'est des chiffres très très significatifs. Et on finance aussi des sociétés plus jeunes, moins matures, qui elles ont besoin justement de capital pour accélérer leur développement, passer donc à l'échelle, construire leur outil industriel ou accélérer leur vente. Donc quand on est dans cet univers-là, il faut qu'on soit pragmatique et réaliste, parce qu'on va mettre beaucoup d'argent donc au travail fait finalement pour construire donc un outil productif et donc quand même s'assurer du mieux possible que derrière il y aura des retours et des perspectives. Donc ce qu'on fait, pour répondre à votre question Philippe, c'est que nous on essaye de regarder l'écosystème global, donc c'est un mot assez galvaudé mais dans ce cas-là il a beaucoup de sens, pour qu'une aventure qui démarre par un projet scientifique, technologique, innovant ait une chance d'aboutir sur notre territoire. Donc, je prends un exemple d'une société très mature qui s'appelle Soitec, que vous connaissez probablement, société dans laquelle nous sommes administrateurs. Elle fait des substrats pour semi-conducteurs. Elle a travaillé, c'est issu du CEA, elle a un partenariat avec le CEA, qui est un labo public. Elle exploite ses brevets et continue à avoir de l'avance sur ses compétiteurs grâce à ce partenariat. Donc, très belle entreprise française. On a financé récemment donc Verkor. Verkor, vous connaissez, c'est une entreprise de batterie dans le nord de la France, donc à Dunkerque. Pareil, là, on a rassemblé une expertise technologique, industrielle pour faire ça, donc c'est la société qui fait ça, et un partenariat industriel avec Renault, et c'est très important pour avoir un écosystème complet et assurer que ces innovations sur le sol français ont des perspectives. Deux autres exemples très rapides. Dans le spatial, on a apporté le concours en financement d'une société qui s'appelle Unseen Labs, une société rennaise. D'ailleurs, à chaque fois, vous remarquez, c'est dans les territoires. Je pense que c'est un sujet aussi super important dans le contexte actuel, que la science ne reste pas à Paris, que ça crée des emplois locaux, et ça, c'est un point extrêmement donc important. Cette société, elle a une flotte de satellites pour faire de l'observation. Elle est soutenue par la Marine nationale notamment, mais elle travaille avec d'autres pays de l'OTAN et des entreprises privées. Elle a une avance technologique très forte sur son concurrent américain, donc c'est des Français qui l'ont créé. Elle vient de lever 85 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien. Et le dernier, c'est dans l'agroalimentaire, puisqu'on fait ce genre de choses. Donc pareil, là, on a intégré une filière globale avec une coopérative agricole française, avec des process brevetés pour fabriquer des protéines végétales. Il y a 1300 agriculteurs qui ont signé autour de ça pour avoir une approche innovante de fabrication de protéines. Et donc là, pareil, dans les territoires et sur une approche à la base assez fondamentale de ces fabrications. Alors vous mentionniez Soitec, c'est intéressant parce qu'effectivement, en termes de territoire, la région de Grenoble, c'est exceptionnel, notamment parce que le CEA a un laboratoire qui travaille beaucoup avec les entreprises et qui a un écosystème. Je crois que c'est le territoire de France qui a le plus d'ingénieurs au mètre carré. Et donc c'est l'exemple, un petit peu comme l'Institut de la Vision d'ailleurs, d'un endroit où les talents se réunissent et finalement d'où émergent effectivement beaucoup de petites entreprises comme celle-ci, sans compter ST Microélectronique qui est évidemment la grosse entreprise. Alors on va terminer ce tour de table avec vous dans la pattern. Alors
précise que donc vous allez bientôt prendre l'air, si j'ose dire, ou même l'espace, puisque vous avez été sélectionné pour participer à un vol de Virgin Galactic, entreprise privée. Vous notez que dans l'espace, aujourd'hui, entre Jeff Bezos et Elon Musk, là, c'est aussi du privé, Richard Branson. Donc, c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent privé qui s'investit. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un appel à des technologies et à de la recherche, et puis c'est aussi quelque chose qui fait rêver. Alors, Nora Patten, expliquez-nous un petit peu comment vous voyez le rôle de l'espace, de la recherche spatiale dans ce débat entre le public et le privé. Merci beaucoup. Je m'adresse à vous en anglais. Oui, je pense que la dernière décennie a été l'une des plus exaltantes lorsqu'on examine l'espace comme une industrie. Juste pour mettre un contexte, il y a eu un rapport récemment par l'Economic Forum mondial qui dit que le monde de l'économie spatiale va atteindre 1,8 trillion de dollars d'ici 2035, pardon. Et donc, ça veut dire 630 milliards par rapport à 2023. Donc, est-ce qu'on va atteindre ce chiffre? Je ne sais pas, mais c'est en pleine croissance d'une année sur l'autre. Ce que l'on voit, c'est que le retour sur investissement et le retour sur l'espace, ce n'est pas seulement financier. De plus en plus, les technologies basées sur l'espace ou développées dans l'espace permettent de combattre traiter des questions mondiales, comme par exemple le changement climatique, la réponse aux catastrophes et toutes ces grandes questions, des grands problèmes mondiaux. Vous regardez également le rôle des gouvernements et on regarde le nombre d'agences spatiales. Par exemple, en 2000, il y avait à peu près 40 agences spatiales. Maintenant, ça a pratiquement doublé, il y a près de 75. Donc, de plus en plus de gouvernements deviennent de plus en plus actifs dans ce secteur parce qu'ils savent et que l'avantage, ce n'est pas seulement financier, c'est également national et pour le bien commun. Certains des commentaires précédemment, donc je travaille pour une entreprise spatiale en Irlande et le rôle de la recherche dans les universités, le travail des petites entreprises, c'est important. Les PME, PMI, je travaille pour une entreprise de technologie spatiale. On a des liens étroits avec la France via le groupe Ariane. Vous savez que l'Ariane 6 qui va décoller mardi soir, donc ces nouveaux vaisseaux amiral, hein, on croise les doigts. Donc, mais vous savez, ça a été tout à fait remarquable pour nous de travailler avec un grand acteur spatial et d'avoir de la technologie irlandaise à bord. Ces systèmes nécessitent de l'innovation, ils nécessitent du financement et donc mon rôle dans cette entreprise est pour aller dans l'espace comme chercheur, donc sur ces vaisseaux. Donc quel est le rôle des gouvernements dans tout cela? Je pense que c'est à multifacette. Le gouvernement doit apporter le soutien nationalement et en Europe. Ils doivent aider à commercialiser les IP, comme cela a été dit. Hein, donc ils doivent agir comme un ensemble de réseautage. Comment on va aider les chercheurs et l'industrie, connecter les chercheurs avec l'industrie et avec les universités. Qu'est-ce qui se passe dans les universités? Qui a besoin de quoi? Et ça, c'est clé. J'ai vu ça même avec faire avancer nos technologies, jusque la technologie, jusque l'opération des vols. Donc, bien sûr, il faut voir tout ce qui va se passer le long de cette chaîne. Donc, il faut avoir des gens qui vont permettre d'arriver à ces accords et également travailler avec d'autres industries dans l'Europe. Et ce sera clé également
lorsque le secteur va croître et que l'Europe va jouer son rôle dans l'espace. Et donc, on a besoin de ces réseaux. Donc, je pense que c'est un système à multicouches. Lorsque nous avons préparé cette table ronde, vous m'avez dit également que l'un des rôles dans l'espace, c'est de donner aux jeunes gens la motivation, l'envie, le rêve, le désir de faire de l'ingénierie, de la science. C'est un moteur très essentiel pour les jeunes gens. Oui, je pense que beaucoup de gamins diront, donc l'espace et les dinosaures, hein, c'est leurs deux amours lorsqu'ils sont jeunes. Mais moi, je pense que ça a été, ça démontre bien ce que les opportunités commerciales, quand j'ai pu travailler avec des entreprises commerciales, Nanorock Space aux États-Unis, par exemple, pour envoyer la première expérimentation irlandaise dans l'espace. Et ceci a volé sur Orb 2 et donc sur SpaceX. L'espace commercial était allé dans son enfance à l'époque. Mais pour rendre les jeunes gens conscients de ces possibilités, c'était critique. Et je pense que ça va être un rôle important dans mon vol spatial. Je vais impliquer autant de gens que possible et de parler de la recherche, de ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, les avantages pour la société et bien sûr les opportunités commerciales qui en ressortent. Donc oui, je pense que ces internements, il y a eu moi-même, il y a eu beaucoup d'enthousiasme et autour de ceci dans mon pays. Elles reprennent confiance dans le progrès, dans la science, dans la technologie. Ça fait partie aussi de l'équation pour améliorer la situation. Alors justement, améliorer la situation, on va faire un petit tour de table rapide avant d'essayer de prendre quelques questions. Un petit tour de table rapide sur chacun. Quelles sont les préconisations? Comment vous pensez qu'on peut améliorer le système français, puisqu'on a vu qu'il était perfectible. Alors, Yasmine Belkaïd, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le statut de l'Institut Pasteur est très particulier, puisque c'est à la fois une entreprise publique dans la mesure où son conseil d'administration comprend des gens des grands organismes de recherche comme le CNRS ou l'INSERM, et en même temps une institution qui fait appel à des dons privés. Est-ce que ça, c'est un modèle important, réplicable et qui vous semble efficace pour le futur? Voilà la raison pour laquelle je suis revenue en fait en France. Je suis revenue à cause de Pasteur. Parce que l'Institut Pasteur est un modèle qui a été dès le début fait d'une façon très très moderne par Louis Pasteur, et c'était l'idée en fait du continuum, c'est-à-dire que dans le même institut, on devait avoir une recherche non dirigée pour la curiosité, on devait avoir une recherche appliquée, on devait avoir la médecine et on devait avoir l'innovation. Il y a vraiment et aussi l'éducation. Donc c'était vraiment une compréhension que la recherche, tout le monde sous le même toit, c'est la façon d'aller de l'avant. Et je pense que ce modèle a tenu donc 140 ans, et je pense que Pasteur reste vraiment un institut extrêmement puissant dans le monde à cause de cette vision extrêmement moderne que l'écosystème doit être en fait intégré. Donc en fait, aujourd'hui, cette intégration, elle a ses limites, puisqu'en fait, nous ne sommes plus fondés qu'à 15% par le gouvernement, donc les choses commencent à devenir plus difficiles, et un équilibre sain entre ces 4 dimensions doit être préservé, celle justement de l'innovation, du fonds indépendant, etc. Donc, mais je voulais dire aussi que cette collaboration, il faut vraiment préserver aussi cet espace de recherche, et je voudrais insister, parce que ce mot n'a pas forcément été très dit ici. Les recherches qui vont devenir les médicaments de demain sont toutes venues d'une recherche pas forcément dirigée, d'une recherche basée sur la curiosité, d'une recherche qui prend du temps, d'une recherche qu'il faut protéger. Et l'Institut Pasteur le fait, mais c'est un espace qu'on doit préserver dans l'écosystème français. C'est vraiment l'origine des découvertes. On sait aujourd'hui, par exemple, que ce qui est en train de révolutionner les traitements des cancers, l'immunothérapie, est vraiment venu d'une recherche très fondamentale sur des questions de comment on répond au soi.
On peut parler du CRISPR, par exemple, qui va changer aussi l'écosystème. Il est totalement venu... Les ciseaux moléculaires... C'est ça. C'est venu en fait de quelqu'un qui s'est dit, j'ai vraiment envie de comprendre comment une bactérie se défend contre un virus. Donc en fait, il faut se rappeler que cette recherche, qui vous semblerait peut-être ésotérique, est en fait la base de toutes les découvertes fondamentales. Donc protéger cet écosystème, en collaboration bien entendu, lorsque les choses évoluent vers l'industrie et vers les partenaires, est important. Mais cet espace, il est vital et c'est celui qui devient le plus petit en France aujourd'hui. Alors la difficulté, c'est que cet espace est vital, et il faut le cultiver, et en même temps, sa temporalité, elle n'a rien à voir avec la temporalité des entreprises. On se rappelle que les premières découvertes de l'ARN, c'était il y a 40 ans, quelque chose comme ça. L'intelligence artificielle, ça fait 50 ans qu'on en parle. Il y a une maturation, le laser, enfin, on peut prendre à peu près toutes les grandes ruptures, elles viennent de recherches privées très anciennes. Donc comment on peut faire coexister dans un même endroit des gens qui sont sur une temporalité presque infinie, et puis d'autres qui sont peut-être sur 1 an, 2 ans, 3 ans? D'abord, il ne faut pas interrompre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pipeline, c'est-à-dire que ça va être continu. La découverte, elle mature, elle grandit, mais par contre, il faut vraiment créer des institutions dans lesquelles on observe la découverte et très vite, on aide les scientifiques à extraire lorsqu'il y a... Mais il faut aussi laisser le temps. Et en fait, si on continue d'interrompre la recherche fondamentale, ce pipeline diminue. Donc en fait, il faut laisser le temps au temps. Par contre, il faut de façon continue regarder ce qui se passe, observer, aider les scientifiques. Les scientifiques, certains sont vraiment là pour faire de la découverte, ne sont pas forcément des entrepreneurs, mais c'est à l'institution vraiment de venir là et de les aider et d'ajouter des ressources pour vraiment qu'ils arrivent à extraire les informations. Mais il faut aussi leur laisser le temps. Il faut que l'innovation et la découverte soient protégées pour sa valeur intrinsèque. Il ne s'agit pas de transformer tous les chercheurs en entrepreneurs. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Non. Voilà, c'est pas forcément le même ADN, si on peut dire. Alors, Raphaël Dorjman, votre point de vue là-dessus, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors, on comprend bien qu'il faut que l'État mette plus de sous. Bon, on verra demain et après-demain ce qu'il en est, mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Alors, et puis je me permets, j'ai beaucoup aimé recherche par curiosité. En fait, c'est formidable plutôt que de dire recherche fondamentale. Donc oui, alors pas que l'État, effectivement, d'attirer de l'argent privé et d'aller non seulement prendre plus le temps, mais les aider à aller plus loin dans leur recherche. Et ça c'est clairement le partenariat public-privé, avec les exemples que j'ai cités tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de trésors cachés en France. Nous, on a une société qu'on a financée à partir de l'EFS, l'établissement français du sang, à Besançon, et avec vraiment des produits qui peuvent soigner les leucémies du sujet âgé. Donc il y a beaucoup de trésors. Et là, pour ça, il y a de plus en plus de partenariats publics-privés. Il y a tout le pan, donc j'ai cité tout à l'heure Servier avec Saclay, aussi IGR avec beaucoup de collaborations avec des industries pharma. Donc tout ça est important pour finalement prendre plus de risques avant que ça devienne un produit. Il y a tout un pan aussi d'innovation dont on n'a pas encore parlé, je pense, c'est tout ce qui est, enfin vous l'avez cité, l'intelligence artificielle qui existe depuis longtemps, mais maintenant c'est le bon moment. Le bon moment avec la bonne opportunité qui est en particulier pour la santé. Il y a tellement de données patients. Donc là, on se trouve confronté à des freins réglementaires. C'est encore un autre sujet. C'est pas un sujet de financement, mais c'est des freins réglementaires. Comment utiliser ces données patients sans atteindre l'intimité du patient, si je puis dire, mais de générer des données qui permettent d'aller plus vite pour faire des nouveaux médicaments de façon plus efficace, moins chère, mais aussi tout ce qui est le pan de prévention. Donc ça, très important. Vous avez des acteurs comme Dassault Systèmes qui sont en plein dedans, où des collaborations entre public et privé ici sont très intéressantes. Comme je pense que ce qui est très intéressant aussi avec l'Institut Pasteur, c'est que c'est, je pense, le premier et le seul en France à faire comme une des solutions, c'est vraiment aussi que les universités, les fondations comme l'Institut Pasteur investissent elles-mêmes dans les fonds comme nous, comme les nôtres plutôt, pour permettre qu'il y ait un retour virtueux d'argent et qu'après elles puissent refinancer encore plus d'innovation et encore plus à risque. Et enfin, le troisième aspect que je voudrais citer, c'est tout ce qui est philanthropie. Il y a vraiment un lien avec un lien et même aussi ici un cercle vertueux qui est de financer avec de l'argent par la philanthropie, de prendre certains risques pour permettre ensuite que le profit, comme on dit, agisse. Et il y a un très bel exemple qui est danois, qui est la fondation Novo, qui est justement pour tout ce qui est non profitable, mais qui ensuite a créé plusieurs activités dans le profit, dont Novo Nordisk, mais pas que, et qui permet, en associant le public et le privé par la philanthropie et parce que
ça peut ensuite générer par le privé, donc reboucler la boucle et financer de plus en plus d'innovations, y compris l'industrialisation des produits médicaments très importants, l'échelle, hein, le scale-up, mais aussi l'industrialisation, et en particulier en France, on est tous là pour essayer d'en faire plus. Alors, Nicolas Lebourg, pourquoi vous investissez pas dans l'intelligence artificielle? Alors, ça c'est la question piège parce que oui, c'est la question piège. On n'a pas encore investi dans l'intelligence artificielle. Ceci dit, elle commence à pénétrer différents secteurs dans lesquels on est. Donc, on regarde ça de très près. Donc, l'intelligence artificielle, ça fait, comme vous l'avez dit, Philippe, ça fait très longtemps qu'elle existe. C'est des théories mathématiques qui existent depuis un moment, ce qui a permis de la rendre présente dans la vie de tous les jours et de rendre un certain nombre de choses faisables. C'est le mélange de ces travaux-là et du hardware qui a permis de calculer vite et de faire en sorte que des choses qu'on n'arrivait pas à faire parce qu'il fallait attendre des heures et des heures, voire des journées pour éventuellement avoir un résultat, maintenant ça se met en place relativement vite et ça permet à ces modèles d'être appliqués. Donc sur l'intelligence artificielle, il faut bien imaginer que c'est pareil pour financer et pour entrer là-dedans, il faut qu'on ait une logique de filière et d'écosystème global qui permet à des entreprises plus jeunes et innovantes à partir de la France et de l'Europe, probablement c'est d'ailleurs un débat européen plus qu'un débat français puisqu'il faut des moyens importants, d'avoir un avenir pérenne et profitable. Je rappelle que par rapport aux États-Unis, par exemple, j'ai fait un petit calcul simple. Quand on regarde en fait les GAFAM et leur free cash flow moyen sur l'année 2023, c'est ce qui dégage en cash sur une année, c'est 60 milliards. Donc c'est beaucoup d'argent en moyenne pour chacun. Quand on regarde en France par exemple des grandes entreprises, vous avez par exemple LVMH et Total, leur free cash flow moyen sur l'année c'est 15 milliards chacune. Donc en fait vous avez aux États-Unis des entreprises avec des moyens considérables qui sont déjà dans l'écosystème et qui permettent de faire accélérer des plus jeunes pousses. Donc il faut voir comment nous on arrive à faire ça. Pour faire ça il faut le faire sur un terrain de jeu plus large, probablement à l'échelle européenne. Et ça, c'est aussi au pouvoir public et à des décisions publiques d'accompagner ce développement. Les investisseurs privés auront du mal à y arriver. Peut-être le dernier point, j'ai eu l'occasion d'en discuter ici. Il y a par exemple une rupture technologique qui est très intéressante, issue de recherches fondamentales qui ont pris plusieurs dizaines d'années, c'est autour du quantique. Le quantique, on a eu un prix Nobel en 2022 avec Alain Aspect. C'est des travaux qui ont démarré dans les années 70. Ça devient concret maintenant. En France, on a des champions qui sont en train de naître. Très intéressant de regarder ça. Et probablement avec une disruption plus nouvelle, on est moins en compétition avec des acteurs plus établis, notamment américains ou chinois. Et donc là, il y a peut-être une opportunité donc à saisir. Et dernier point, il y a le nucléaire. Le nucléaire est un sujet... Maintenant, c'est admissible, c'est entendable, ça se regarde. Il y a un savoir-faire très fort, donc toujours cette logique de filière à regarder. Très, très fort savoir-faire en France, on le sait tous. Il y a 12 projets innovants qui ont été identifiés, plus les projets traditionnels. Probablement des choses à faire, mais c'est des capitaux, c'est du long terme, et c'est des choses qu'il faudra regarder. Ok, alors... Noah, just a few minutes to... Pour quelques minutes, 2 minutes, votre opinion sur ce qu'on peut faire pour améliorer l'innovation en Europe et en France. Bon, je ne peux pas être ici sans faire mention de l'Agence spatiale européenne. C'est un laboratoire de recherche, c'est en activité depuis novembre 2000. Et pour revenir à ce qui a été dit précédemment, la recherche fondamentale prend du temps. C'est un environnement tout à fait remarquable quand vous faites de la recherche dans un laboratoire en microgravité. Les choses se comportent différemment, tout se fait différemment. Et bien sûr, ça peut faire avancer des décennies de science, parce que les scientifiques sont là pour faire de la science, des activités, toute la journée, et donc toute leur journée, que ce soit dans l'espace ou au sol. Et dans les décennies à venir, on va voir beaucoup plus de contributions de ce domaine de recherche. Ce que j'espère, c'est que
les vols de recherche suborbitale vont augmenter pour aider à la recherche dans la microgravité notamment. Parce que j'étais dans un lancement au Nouveau-Mexique récemment. C'était tout à fait remarquable de voir les interactions des gens qui font de la recherche à bord et comment ils ont pu véritablement faire leur expérience à bord du vaisseau spatial très brièvement avant le lancement. Et c'est là où Virgin Galactic Suborbital et le vaisseau est allé dans l'espace. L'arrêt de recherche a été fait à bord. Et en quelques minutes de l'atterrissage de vol, les chercheurs avaient fini leurs expériences. Donc, du point de vue de l'utilisateur final, l'accessibilité est fondamentale. Les coûts sont la fréquence des lancements. Toutes ces choses sont importantes. Nous avons tellement appris de notre travail et des recherches dans la Station spatiale internationale. Bien sûr, le prochain point de vue sera d'aller sur la Lune. Et la Lune a une gravité de 1,6 par rapport à la microgravité. Donc ce sera un nouvel endroit pour nous pour apprendre plus sur la manière dont les choses fonctionnent dans cet environnement. Mais oui, je ne peux pas ne pas mancher la Station spatiale européenne comme une plateforme de recherche et il y aura beaucoup plus de résultats dans les années à venir. Bon, allons sur la Lune, mais... Just before, je suis désolé, mais il va falloir qu'on termine cette table ronde, donc on ne va pas avoir le temps de prendre de questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en parler avec les panélistes quand nous serons sortis. Ariel, la petite note d'étonnement de la fin. Voilà, 3-4 minutes pour nous dire ce qu'il faut retenir de notre discussion de cet après-midi. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment de l'étonnement, parce que tout ce qui a été dit a confirmé un certain nombre de choses. D'abord, je voudrais vous remercier pour la qualité de vos interventions et la richesse de ce que vous avez dit. Je vois une note d'optimisme, c'est-à-dire que dans les exemples qui ont été donnés, on voit qu'il existe des dispositifs, des solutions, des espaces d'intégration des acteurs donc, qui permettent aux parties prenantes donc, de travailler ensemble. Donc, tout ne va pas si mal quand même. Ce que je retiens, c'est que, et ce qu'on doit tous retenir, c'est qu'il n'y a pas d'innovation sans recherche, et sans recherche fondamentale. Et il faut laisser du temps à la recherche. Donc ça, c'est très important. Ce que je retiens aussi, c'est que derrière les chiffres faibles en matière d'investissement dans la recherche, en fait, derrière, il y a peut-être un manque de projet, de vision politique. Et donc, j'ai vraiment retenu ce que vous avez dit tout à l'heure sur la nécessité, il faut avoir confiance dans une science qui travaillent pour la société. Il ne faut jamais oublier que les chercheurs, ils travaillent pour la société. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ensuite, il faut faire confiance et avoir une croyance dans l'avenir. Et Nora, tout à l'heure, parlait de rêve. Et c'est vrai que la science doit continuer à faire rêver. Et donc, c'est sans doute un moyen de restaurer ou d'amplifier la confiance dans la science. Et puis, il faut que l'État accepte d'assumer ce risque dont on parlait. Ce que je retiens aussi, c'est que au niveau européen, tout à l'heure, vous parliez des moyens que les GAFAM pouvaient dégager. Au niveau européen, on n'a pas cette masse-là, et en France encore moins. Donc, on ne pourra pas faire de la recherche au bénéfice de l'innovation et de la société sans le niveau européen. Et donc voilà ce que je retiens. Il y a encore beaucoup d'autres choses, mais ce sont les principaux éléments. Et si j'ai encore une minute pour conclure, on a parlé d'innovation, mais en fait l'innovation est devenue un peu un mantra dans notre société. Et l'innovation, c'est pas toujours source de progrès. L'innovation, c'est la transformation d'une idée en quelque chose qui produit de la valeur, et notamment de la valeur économique. Mais on sait bien qu'on peut produire de la valeur économique sans produire de la valeur sociale et sociétale. Et donc, toujours se demander, la recherche, elle est au bénéfice de quel type d'innovation ? Et on a un collègue, Franck Agéry, professeur à Mines ParisTech, qui l'année dernière a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'innovation, mais pourquoi faire ?» Et donc, il faut toujours se poser la question de la finalité de l'innovation. Et un tout
petit regret. À la fois, on avait des panélistes d'une très très grande qualité, mais tous dans les mêmes domaines. Et la recherche, c'est aussi des sciences humaines et sociales. Nous sommes des êtres humains, nous vivons en société. Nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons des crises institutionnelles, politiques, démocratiques importantes. On n'innovera pas sur le plan social, institutionnel, politique, sans sciences humaines et sociales. Voilà. Donc la recherche, c'est aussi des sciences humaines et sociales. Voilà. Il faut des mathématiciens, il faut des philosophes aussi. Et puis il faut des médecins au-dessus de tout ça pour nous faire croire en l'avenir. Merci à tous et très bonne soirée.